qu'à cause du poids de notre dette, on sous-finance nos services publics. Est-ce que la dette est devenue un outil de dépossession du citoyen? Oui, c'est ça. Moi, je pense que oui, carrément. C'est-à-dire que cette espèce de dette dont on se sert comme épouvantail, hein, effectivement, c'est une façon de déposséder le citoyen de bons systèmes d'éducation, de bons systèmes de santé, d'une vie culturelle bien financée, bien soutenue par l'État, aussi des bonnes conditions de route, bonnes conditions de transport, tout ce que l'État fait finalement. Alors, si on dit que c'est plus important de payer la dette que d'offrir ça, hein, c'est vraiment une question de priorité, là. La dette, c'est vraiment une entreprise de transformation sociale. Hein, c'est que de faire accepter des mesures qui ne seraient pas acceptables d'une autre façon. C'est la seule façon qu'on a trouvée et c'est très efficace. Hein. Je pense aussi à le dire, ça, je le dis dans le livre, mais la dette, c'est culpabilisant. Hein. Si on est endetté, c'est de ma faute. Hein. Alors, puisque c'est de ma faute, ben là, j'ai besoin d'un châtiment. Hein? Alors, le châtiment, c'est dans le cas c'est de se priver de services dont on a besoin. Hein? C'est ça, ça marche comme ça chez les individus. J'ai trop dépensé, maintenant, je mérite de me débarrasser, je ne sais pas, du luxe dans lequel je vis. Mais pour un État, ça ne fonctionne pas comme ça. Président d'Attaque Québec, l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, auteur d'une quinzaine de romans, Claude Vaillancourt a coécrit le livre « La dette du Québec », Vérité et mensonge. Dans une entrevue séparée en 3 parties, il nous parle de ce livre qui outille le citoyen afin de faire face à la désinformation, si ce n'est pas carrément au mensonge. Le gouvernement Couillard, à travers le ministre Coiteux, à l'époque, nous ont dit très clairement, en 2014, qu'on n'avait plus les moyens de payer nos services publics. Mais c'est nous qui allons devoir payer au privé ce qu'il enlève au public. Dans le contexte actuel, nous n'avons pas la marge de manœuvre nécessaire pour financer nos priorités en santé, en éducation. Qu'est-ce qu'on a à comprendre du ministre Coiteux? Il a laissé une trace. Et nous, en tant que citoyens, on doit en faire une évaluation. Qu'est-ce qu'on doit en retirer? Tout ce gouvernement-là, il faut dire aussi que Philippe Couillard est un individu aussi qu'il faut cibler d'une certaine manière. Philippe Couillard était ministre de la Santé, il a quitté son poste, il était travaillé pour une entreprise qui combinait santé et finances. Dans le fond, c'était ça l'objectif de la compagnie, c'est de trouver des moyens de faire du commerce de la santé dans une logique de financiarisation. Donc, c'est à peu près ce qu'il défendait. À mon avis, c'est extrêmement grave. Et là, il se présente comme, pour être premier ministre, riche de cet apprentissage et riche de tous les liens qu'il avait faits avec tout le milieu de la santé, tout le milieu qui est en faveur d'une privatisation plus grande de la santé. Ce type-là se retrouve premier ministre du Québec. Il rassemble une équipe de personnes qui pensent pas mal comme lui. Hein? Le ministre Létao aussi est quelqu'un qui était très proche des libertariens. Hein? Il y a plusieurs déclarations qui vont dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment une équipe au grand complet, là, une espèce de dream team néolibéral, si je peux me permettre. Et qui a appliqué ce plan-là. Qui connaît des difficultés à l'appliquer à cause d'un mécontentement réel de la population, il se retrouve aussi dans cette situation très particulière du Parti libéral qui est appuyé par une minorité qui va l'appuyer aveuglement. Donc, c'est la situation très particulière de la politique au Québec, ce qui fait qu'on se retrouve à voter pour des gouvernements néolibéraux contre lesquels la population va se lever. Puis ça, c'est à répétition. J'en parlais tout à l'heure. Donc, pour les prochaines élections, je pense qu'il faut vraiment, ce qui est peut-être le défi de la société civile, du mouvement social, c'est de montrer à quel point les mesures d'austérité ont été néfastes pour la société qu'on veut avoir, une société qui est égalitaire, une société qui est plus juste. Tu mentionnes dans ton livre, rien de tel pour imposer des mesures d'austérité que de créer de toutes pièces les conditions pour y arriver. Ce qui est troublant, c'est de constater que ceux qui devraient travailler pour le bien public, donc le gouvernement Couillard, le ministre Coiteux, le ministre Létao, le ministre Barret, ces gens-là qui devraient travailler pour ce qu'on nomme le bien commun, ont en fait un tout autre objectif. Oui.
Ouais. Moi, je pense qu'un des problèmes de société les plus graves actuellement, c'est le lien extrêmement fort, extrêmement puissant entre la classe financière et la classe politique. Okay? Si bien que la classe politique est là pour être au service de la classe financière. Ça a été dit par je ne sais pas combien de personnes. Hein? Un bon gouvernement, c'est celui qui va permettre le plus aux grandes entreprises capitalistes de se développer. Alors, les préoccupations auprès de la population, c'est secondaire. Hein? Et ces gens-là pensent exactement comme ça. Le défi de briser ce lien, de rappeler justement aux élus que leur devoir, c'est pas représenter la classe financière, mais l'ensemble de la population, hein, c'est un défi qui semble extrêmement élevé et extrêmement difficile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans certains pays. Hein? Par exemple, le succès de Jeremy Corbyn au Royaume-Uni, le succès de Bernie Sanders aux États-Unis, d'une certaine manière le succès de Mélenchon en France, le succès de Podemos en Espagne, donc c'est quand même des pays importants. Alors ça prouve que justement, ce qu'il y a derrière ça, il y a un rappel à l'ordre, à mon avis. Alors c'est des gens qui disent justement que le devoir des élus, ce n'est pas celui de satisfaire les élites, mais c'est bel et bien un devoir général à l'ensemble de la population. Lorsqu'on déclenche des politiques d'austérité au nom de la dette publique, ça aggrave une autre dette qui a des répercussions beaucoup plus dramatiques, la dette environnementale. Oui, alors ça, on tenait beaucoup à finir notre livre là-dessus, hein, parce qu'on disait, on attire l'attention sur la dette, comme si c'était quelque chose d'extrêmement grave, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui est en train de se produire, et quand on parle de dette, ce qu'on laisse finalement aux personnes qui vont nous succéder, hein, qui vont nous suivre sur Terre, si on laisse une planète qui est dans un état épouvantable, si on laisse une planète où, je ne sais pas, ça va nous coûter des fortunes pour réparer hein, tous les effets du réchauffement climatique, de la pollution, de la négligence au niveau de l'environnement, eh bien ça, c'est des fortunes, c'est de l'argent, mais c'est plus que de l'argent finalement, c'est carrément de la qualité de vie qui ne s'évalue pas en termes d'argent, mais qui est fondamentale. Alors, si on laisse aux gens qui vont nous suivre une planète dévastée, c'est beaucoup plus grave qu'avoir une dette de X de tel montant hein, qui va avoir telle et telle conséquence. Alors donc, nous, on tient à rappeler que si les gouvernements voulaient vraiment travailler sur la question de la dette, mais une dette qui est vraiment grave, si on voulait vraiment penser aux générations futures, bien, la première chose qu'on doit faire, c'est de prendre des mesures radicales, rapides, hein, pour passer à la transition écologique et pour s'assurer une protection de l'environnement là, qui est absolument impeccable. Face au mensonge ou à la désinformation qui vient des plus hautes sphères de nos gouvernements, le citoyen qui veut s'impliquer, comment peut-il s'y prendre, que ce soit à travers Attaque Québec ou d'autres militants? Oui. Bien, d'abord, je pense qu'il faut dégonfler un ballon, là, hein, que les gens... Il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution miracle. Hein. C'est pas vrai qu'on a juste à claquer du doigt, puis là, les choses vont changer. Ça demande un travail quotidien, ça demande une implication qui n'est pas juste, je vais signer une pétition là, comme ça, une fois par mois. Là. Ça demande vraiment de s'engager dans des organisations. Moi, je pense que le mieux, c'est de s'engager dans des organisations qui vont structurer, d'une certaine manière, la lutte, qui ont besoin de bénévoles, qui ont besoin de personnes. Donc, c'est vraiment, il y a cet engagement-là qui est très fort. Deuxième engagement aussi, qui est peut-être plus facile, mais qui est très important, c'est celui de se tenir informé. Ça, c'est vraiment un défi. Hein? Alors, pas seulement suivre les nouvelles au jour le jour, mais essayer de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, derrière une nouvelle, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Hein? Et ça aussi, je pense que participer à des organisations comme la nôtre, Attaque Québec, mais il y en a aussi plusieurs autres, qui essayent justement de décoder la nouvelle, hein, de faire comprendre aux gens ce qui se passe, bien ça aussi, c'est déjà une partie très importante. Parce que j'ai l'impression qu'on a parlé beaucoup d'analphabétisme hein, chez les Canadiens. On dit une personne, chez les Québécois aussi, une personne sur deux serait des espèces d'analphabètes fonctionnels. Bien justement, se battre contre ça, parce que, à mon avis, l'éducation, c'est vraiment la clé fondamentale pour comprendre le monde. Comprendre le monde, c'est aussi être capable de se défendre contre des gens qui
veulent toutes sortes de choses de nous, qui veulent notre vote, qui veulent notre argent, qui veulent démanteler ce qu'on a de construit de bien. Donc, à mon avis, il y a ça aussi, cette importance de se tenir informé et être capable de transformer ça en action militante. Bien, si on arrivait à ça, je pense qu'on pourrait transformer pas mal le Québec. Seule notre ignorance et notre indifférence peuvent permettre le processus de dépossession qui est présentement en marche. La rhétorique de la dette qui justifie la privatisation de nos services publics a un objectif fondamental: aller chercher un maximum de profit pour les actionnaire. Par contre, le concept de profit ne fait pas et ne doit pas faire partie d'un système de santé ou d'éducation. Ces services publics ont une priorité fondamentalement différente du privé. L'accessibilité pour toute la population, pas seulement un petit pourcentage de privilégiés. Ces services sont extérieurs au modèle de l'entreprise privée, car ils ne sont pas des business, c'est un droit. Il ne faut jamais oublier que les services publics ont une fonction sociale fondamentale, assurer l'essentiel pour une vie digne et éviter que la majorité de la population s'appauvrisse au profit d'une minorité. C'est une fonction d'équilibre qui tend à réduire les inégalités et par effet d'entraînement nous fait profiter d'une économie plus robuste. Ces services publics sont des outils que le peuple s'est donnés pour lutter contre les agressions d'un marché qui ne prend en compte que l'intérêt de ses actionnaires. L'État prend en compte l'intérêt et le bien-être de sa population. Cela doit être sa mission primordiale. Tout politicien et politicienne qui ne répondent pas à ce principe ne devrait jamais être toléré dans la fonction publique. Si vous souhaitez participer à des séances d'information ou vous impliquer, vous pouvez contacter Attaque Québec. Pour avoir accès aux documents 10 milliards de solutions, consultez le site de la Coalition Main Rouge.